Bismillah. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la sixième semaine de la matière sociologie de l'éducation. Nous allons aujourd'hui faire un petit peu de sociolinguistique. Petit rappel de sociolinguistique. Nous allons faire les langues, plurilinguisme et inégalité scolaire, quand vous l'avez déjà dans votre programme. Donc, c'est la langue comme enjeu de pouvoir de hiérarchisation et des pratiques, et la linguistique et traitement scolaire du plurilinguisme. Donc, le contexte et l'enjeu de ce thème et de ce cours, comme nous le savons, l'Algérie contemporaine se caractérise par un paysage linguistique assez varié, on va dire. D'accord ? Donc, nous avons aussi une petite complexité. Nous avons une petite complexité dans le paysage linguistique algérien. Nous avons l'arabe classique comme langue nationale, langue officielle. Nous avons l'arabe dialectal, déjà avec un éventail de variantes de Derja, de l'arabe, l'Est, l'Ouest, le Sud. Nous avons le Tamazirt qui est en lui-même une langue assez complexe. Donc nous avons le Tamazirt de la Grande Kabylie, nous avons le Mozabite, nous avons le Chewi. Donc, pour cette sixième semaine, nous allons faire un petit rappel. Pour cette sixième semaine, nous allons faire les langues, plurilinguisme et intégralité scolaire. Je vais survoler un petit peu ce qu'on a déjà fait. Donc, les objectifs de ce cours, c'est de définir les concepts clés du plurilinguisme, de la diglossie, analyser diglossie, insécurité linguistique, capital linguistique, etc. Analyser les mécanismes de hiérarchisation des langues dans le contexte éducatif algérien, identifier les conséquences scolaires des rapports et questionner les pratiques pédagogiques face à la diversité linguistique des apprenants, aussi de proposer des pistes pour une didactique intégrant le plurilinguisme. La problématique de notre cours, nous avons une problématique centrale qui est comment la hiérarchisation des langues et des pratiques linguistiques dans le système éducatif algérien produit-elle ou renforce-t-elle les inégalités scolaires? Les questions sous-jacentes qui sont en quoi la langue parlée par l'élève détermine-t-elle ses chances de réussite? Comment l'école traite-t-elle les diversités linguistiques, arabe dialectal, arabe classique et tamazirt? Et quel mécanisme sociologique explique la domination de certaines langues sur d'autres? Et bien sûr, comment peut-on penser un plurilinguisme en Algérie? Donc, vous avez le versus plurilinguisme-multilinguisme, le plurilinguisme étant étant sur le plan individuel, c'est-à-dire désigne la capacité d'un individu à mobiliser un répertoire de ressources linguistiques variées. Nous parlons en Algérie souvent, nous avons dit de bilinguisme. Bilinguisme, c'est un individu qui maîtrise et l'arabe et le français, et l'arabe et le tamazirt et le français, et l'arabe et l'anglais, une langue nationale et une langue étrangère. Le multilinguisme, c'est sur le plan territorial où on voit la coexistence de plusieurs langues sur un territoire ou dans une institution. Nous avons dit qu'en Algérie, on a le multilinguisme sur le plan institutionnel et sur le plan social, puisque nous avons plein de régions en Algérie qui parlent diverses langues. Nous avons des régions qui parlent l'arabe, des régions qui parlent le mozabite, des régions qui parlent le berbère, des régions qui parlent le kabyle, le tamazirt, des régions qui parlent le shlouh, le chewi, le tergui. Donc nous avons plusieurs variétés, plusieurs variantes du berbère, du tamazirt. Donc je cite
je cite Véronique Castellotti, qui est une chercheuse française spécialiste en didactique des langues et plurilinguisme. La compétence plurilingue est caractérisée par la partialité, la flexibilité et la dynamique des répertoires linguistiques. Chaque locuteur développant des compétences inégales dans les langues qu'il connaît. C'est-à-dire, le plurilinguisme n'implique pas deux langues qui ont le même statut, même sur le plan individuel. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de bilinguisme, par exemple, ici en Algérie, lorsqu'on parle de bilinguisme, vous vous retrouvez, n'oubliez pas qu'on traite d'élèves, d'individus qui est l'élève en classe. Donc vous allez vous retrouver rarement avec un élève qui maîtrise et l'arabe et le français avec les mêmes capacités, avec la même flexibilité, avec la même dynamique. Donc, les deux langues existent, mais n'ont pas vraiment les mêmes... l'élève n'a pas vraiment les mêmes compétences dans les deux langues. Mais le seul fait que ces deux langues existent, qu'il arrive à communiquer, à comprendre, même à des degrés, on va dire, variables, on peut qualifier cet individu de bilingue. Nous avons parlé de diglossie, la diglossie qui désigne une situation où il y a deux variétés. Diglossie où la situation implique deux variétés de langue, une variété haute et une variété basse. Une variété haute qui est utilisée, valorisée sur le plan social, administratif, officiel on va dire, et une variété basse qui est utilisée pour les rapports sociaux, les conversations intimes, etc. Donc, qui n'est pas utilisée sur le plan social. Le seul cas qui peut être traité de diglossie ici, en Algérie bien sûr, nous traitons du contexte algérien, c'est bien le cas de l'arabe classique et l'arabe dialecte. Nous avons bien dit que dans le cas de l'Algérie, la diglossie est présente sur le plan administratif. Lorsque tu écris une demande, tu vas l'écrire en arabe classique. Tu ne vas pas utiliser des propos du dialectal. C'est la relation qui fait que l'arabe classique et l'arabe dialectal sont en rapport de diglossie en Algérie. Donc c'est à peu près les deux concepts ou trois concepts que les retardataires n'ont pas vraiment. Donc, vous avez reçu, je crois, une fiche TD, n'est-ce pas? Ouvrez cette fiche TD de la semaine 6. Donc, l'insécurité linguistique, rien que pour expliquer, afin que nous puissions faire bien le TD. L'insécurité linguistique, s'il vous plaît, l'insécurité linguistique est un sentiment d'illégitimité, par rapport éprouvé par un locuteur lorsqu'il prend conscience que sa pratique linguistique s'écarte de la norme valorisée. Là, vous avez l'individu va commencer à soit s'abstenir d'utiliser certaines formes ou s'auto-corriger, voire même s'hyper-corriger, faire des hypercorrections. Donc, en base, c'est dû à un phénomène d'hyperdiglossie, c'est-à-dire où il y a un statut de langue officielle, vraiment officielle, et l'individu utilise la langue de la variété basse. Et là, nous allons citer M. Belabert qui dit que l'insécurité linguistique naît de la conscience d'un écart entre la pratique linguistique effective du locuteur et les pratiques légitimes socialement valorisées dont il intègre la norme sans parvenir à s'y conformer. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se conformer à la variété haute, donc il va s'abstenir d'utiliser certaines formes, phonétiques ou orthographes, et avoir tendance à s'auto-corriger. Le capital linguistique, selon Bourdieu, désigne la maîtrise
des formes linguistiques légitimes, c'est-à-dire celles qui sont reconnues et valorisées sur le marché scolaire et social. Donc le capital linguistique va faire que l'élève se revendique d'une certaine classe sociale. Il va utiliser certaines formes. Il va utiliser, par exemple, un élève qui arrive à parler un français assez correct va se revendiquer un capital social de classe d'intellectuels, d'une classe bourgeoise, c'est-à-dire qu'il se revendique à travers son capital linguistique, il se revendique une certaine classe sociale. C'est un capital symbolique. Je cite M. Rabah qui dit que la langue n'est pas seulement un instrument de communication, mais un capital qui, sur le marché scolaire, produit des profits de distinction. L'école contribue à la reproduction sociale en sanctionnant un capital linguistique hérité du milieu familial. C'est-à-dire l'élève vient avec ce capital linguistique et c'est à travers ce capital linguistique qu'il a, on va dire, acquis à la maison, revendiquer une certaine classe sociale. Donc, revenons donc, du milieu familial, le capital linguistique. L'allophonie maintenant. L'allophonie, le terme allophonie désigne une personne dont la langue première n'est pas la langue officielle ou majoritaire du pays de résidence. Dans le contexte éducatif, il qualifie les élèves qui ne maîtrisent pas la langue d'enseignement à leur entrée à l'école. Cette catégorie administrative peut cependant masquer la diversité des situations et conduire à une vision déficitaire, manquant langue ou de scolarisation. Donc l'allophonie, pour citer Elo et Yang, qui sont des chercheurs en didactique et pédagogie plurilingue, une école multilingue est un lieu où la diversité linguistique culturelle est reconnue et valorisée, où les enfants peuvent se sentir en sécurité pour utiliser leur langue familiale aux côtés des langues scolaires. Donc, le terme en lui-même désigne une personne où la langue première n'est pas la langue officielle. Personne étrangère, par exemple. Personne étrangère. Donc, ou majoritaire, sa langue première, sa langue mère n'est pas la langue officielle, ou la langue de la majorité du pays, même si cette langue n'est pas officielle. Par exemple, prenons un exemple des Syriens. Les Syriens qui sont venus se réfugier ici. Leur langue, nous parlons bien du dialectal syrien, non pas de l'arabe classique. Nous et eux, nous avons la même langue officielle qui est l'arabe classique. Parlons du dialectal syrien. Le dialectal syrien n'est pas une langue officielle, n'est pas une langue majoritaire en Algérie. C'est-à-dire, du moment qu'un Syrien va se lever dans une assemblée et va commencer à parler, nous allons facilement remarquer qu'il est Syrien. Donc, dans le contexte éducatif, ce Syrien, dans le contexte éducatif, il qualifie l'élève qui ne maîtrise pas la langue d'enseignement, c'est-à-dire la langue classique, d'arabe classique, à leur entrée à l'école. Cette catégorie administrative peut cependant masquer la diversité des situations et conduire à une vision déficitaire, manque de langue et de scolarisation. C'est-à-dire, à force de ne pas maîtriser la langue de la majorité du pays, cet élève va se retrouver en déficit scolaire. Donc, dans le cas du Syrien, ce n'est pas vraiment le cas, parce que c'est un arabe, la langue ici c'est l'arabe,
Nous allons dire le cas, par exemple, d'un émigré de France, un Algérien qui est né, qui a grandi en France et qui est venu compléter ou finir sa scolarisation ici en Algérie. Lui qui a eu l'habitude d'apprendre, de rencontrer à l'école la langue française, il va se retrouver ici avec la langue arabe comme première langue d'enseignement. Il va avoir des difficultés. C'est ça l'allophonie. Donc, les langues régionales et reconnaissance institutionnelle. Nous avons les langues régionales, sont des langues historiquement parlées sur une partie du territoire national. Une langue régionale. Nous n'avons pas vraiment de langue régionale ici en Algérie. C'est-à-dire le statut de langue régionale, vous allez le retrouver par exemple en Belgique, au Canada, la Belgique où il y a le wallon et le flamand, en Suisse où il y a le français, l'italien et l'allemand. Mais en Algérie, nous n'avons pas de langue régionale. Nous avons une langue nationale. C'est-à-dire la langue régionale, c'est une langue où la présence sociale et administrative a presque le même statut. Vous allez retrouver le peuple qui parle, par exemple, en Suisse, vous allez retrouver le peuple qui parle 3 langues différentes et l'administration qui fonctionne avec 3 langues différentes. En Algérie, non. Ce n'est pas le cas. Donc, nous explorons le concept, mais pour l'appliquer à l'Algérie, ce n'est pas vraiment évident. Donc, ce n'est pas le cas. En Algérie, nous n'avons pas ce cas-là. Au Québec, vous avez, par exemple, le français, la coexistence du français et de l'anglais. Ce sont 2 langues qui existent sur le plan social et sur le plan administratif. Donc les langues régionales et reconnaissance institutionnelle, les langues régionales sont des langues historiquement parlées sur une partie du territoire national distinct de la langue officielle. Le reconnaissance institutionnelle, statut, enseignement, présence médiatique, résulte des rapports de force politiques et sociaux. Leur traitement scolaire oscille, c'est-à-dire varie, entre invisibilisation, non-reconnaissance et folklorisation, réduction à des éléments culturels superficiels et normalisation enseignement standardisé. C'est-à-dire, vous avez ces langues régionales qui sont présentes sur la région, sur le plan de la région où elles sont parlées. Elles sont soit invisibilisées, c'est-à-dire totalement enlevées du paysage linguistique, ou elles sont folklorisées, c'est-à-dire réduites à des chansons, à de la littérature. Soit elles sont, ces langues régionales, normalisées, c'est-à-dire utilisées sur le plan de l'éducation et de l'administration. Donc, je cite Elo Young toujours, qui disent que le bilinguisme des enfants issus de minorités linguistiques reste ignoré ou est considéré comme un handicap pour l'acquisition de la langue française, illustrant comme la langue est utilisée pour maintenir des relations de pouvoir inégales. C'est-à-dire, vous avez l'inégalité des statuts des langues. En Algérie, ça n'existe pas. En Algérie, nous avons 2 langues nationales et officielles. La première, l'arabe, c'est une langue officielle, nationale, présente sur le plan administratif. L'autre, le berbère, est sur le plan social, national, existant, c'est-à-dire nous voyons le Tamazight écrit sur les administrations, sur les enseignes des administrations, etc. Mais sur le plan administratif, elle est en promotion, c'est-à-dire on est en train de la développer pour qu'elle soit une langue qui réunit toute la communauté berbère en Algérie, parce qu'un berbère de la région du Grand Kabylie n'a pas vraiment la même langue qu'un Chewi ou qu'un Shlour ou qu'un Mozabit ou qu'un Tergui, donc ce n'est pas vraiment la même langue.
l'État travaille sur cette unification. Donc, maintenant, la hiérarchisation des langues et reproduction sociale. Donc, le processus, c'est hiérarchisation des langues, c'est-à-dire, nous avons une langue de premier rang, une langue de deuxième rang, ce processus par lequel certaines langues ou variétés sont socialement construites, comme supérieures à d'autres. Nous avons pris l'exemple de l'arabe dialectal et de l'arabe classique. Ce n'est pas l'arabe dialectal, on va dire, ce n'est pas vraiment une langue. C'est une variante de l'arabe classique. C'est une variante de l'arabe classique. Donc, lorsqu'on parle de l'arabe dialectal et de l'arabe classique, c'est plutôt un phénomène de diglossie qu'un phénomène d'hiérarchisation. Parce que hiérarchisation, nous avons deux langues distinctes, deux langues complètement distinctes. Parce que l'arabe dialectal, comme on vient de le dire, n'est pas une langue indépendante de l'arabe classique. C'est une variante de l'arabe classique. C'est le statut de la langue, statut administratif, statut institutionnel. Donc, cette hiérarchisation n'a pas de fondement linguistique, toutes les langues sont également complexes et fonctionnelles, mais résultent de rapports de pouvoir historiques, économiques et politiques. Là, nous pouvons le retrouver par exemple dans certains pays qui sont restés, on va dire, sous l'égide de la colonisation. Par exemple, prenez les pays du Sahel, les pays de Mali, Niger. Donc, ce sont des pays où la langue officielle, c'est quelle langue? Le français. L'administration fonctionne avec le français, même si c'est une langue étrangère. Donc, sur le plan administratif institutionnel, c'est le français. Sur le plan social, nous avons une panoplie, un éventail de langues. Un éventail de langues. Généralement, c'est le swahili qui s'utilise comme langue véhiculaire. Parfois l'arabe. Vous avez l'arabe par exemple en Tchad. Au Tchad, vous avez l'arabe tchadien. Mais ce ne sont pas des langues qui sont au même rang que le français qui est utilisé comme langue officielle de l'administration. C'est ça la chose. Donc c'est ça la hiérarchisation. Donc c'est une langue qui existe sur le plan social, mais qui n'a pas le statut de la langue qui est utilisée sur le plan officiel. D'accord? Donc, l'école légitime cette hiérarchie en valorisant certaines langues, c'est-à-dire à l'école, si vous allez partir à l'école dans certains pays, vous allez retrouver que le français, même si c'est une langue étrangère, c'est la langue de l'école. Les élèves apprennent en français, même si c'est une langue étrangère. Donc elle est valorisée. Elle est valorisée par rapport aux autres langues. Donc contribuant ainsi à la reproduction sociale, les enfants de classe dominante qui maîtrisent les langues valorisées réussissent mieux que ceux qui en sont éloignés. C'est-à-dire une certaine élite qui maîtrise le français, va réussir mieux à l'école parce que ce sont les enfants d'une certaine élite qui, dans la langue, est valorisée par l'école que des enfants qui n'appartiennent pas à la même classe sociale, appartiennent à une classe sociale moins valorisée, donc n'apprennent pas, ne comprennent pas, n'utilisent pas dans leur milieu social cette langue, donc réussissent peu à l'école par rapport à ces enfants. Donc, je cite M. Benrabah toujours, l'école ne fait qu'entretenir et légitimiser une hiérarchisation linguistique qui préexiste, et il y a déjà cette hiérarchisation dans la société, l'école, elle la confirme dans la société, transformant un héritage culturel en don naturel et l'absence de capital linguistique légitime en l'incapacité personnelle. C'est-à-dire, l'enfant ne réussit pas, non pas parce qu'il n'est pas intelligent ou il a de moindres capacités. Non, il ne réussit pas parce qu'il ne maîtrise pas la langue de l'école. La langue de l'école qui lui est étrangère. D'accord ? Maintenant, pour synthétiser, nous allons dire sur les points essentiels à retenir de ce cours que le plurilinguisme est une réalité sociale. Le plurilinguisme est une réalité sociale, c'est-à-dire l'existence
l'existence de deux langues ou de deux langues ou plus maîtrisées par un individu. Donc, le multilinguisme, c'est sur un plan du territoire, un plan social. La diglossie, vous avez en Algérie l'arabe classique et l'arabe dialectal. Les inégalités scolaires sont le produit de l'écart entre langue légitime et langue de pratique, linguistique réelle. Donc, écart regroupant des inégalités sociales. L'insécurité linguistique, c'est un sentiment d'inégalité, affectant les apprenants et par conséquent le rapport à l'école et à l'apprentissage. Donc, repenser le plurilinguisme comme une ressource plutôt comme un handicap, c'est-à-dire le plurilinguisme en Algérie, c'est une ressource. Plurilinguisme, nous parlons surtout de langue nationale et de langue étrangère, parce que les autres langues nationales, langue étrangère, non seulement le français et l'anglais aussi, les autres langues qui sont des langues nationales, mais ne sont pas vraiment des langues de l'école. Et vous n'allez pas retrouver le tamazight dans l'école, sauf bien sûr rarement dans certaines écoles pilotes. Donc l'arabe, certaines, c'est-à-dire pas sur le plan territorial. Donc vous avez le plurilinguisme affecte surtout la relation entre langue nationale